Bienvenue dans cette deuxième partie de notre dossier sur les langues indo-européennes. Ça faisait longtemps que je voulais la faire, mais pour diverses raisons, je n'ai pas pu. Et enfin, on va pouvoir aborder la deuxième partie de notre voyage dans les langues indo-européennes. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite vraiment à la voir. Elle est très importante pour comprendre ce qu'on va voir maintenant. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous avez un lien qui s'affiche en haut de votre écran, je ne sais pas trop où. Vous pouvez cliquer dessus et on va aborder le sujet, cette fois des Indo-Européens. Parce que, étant donné qu'on a vu qu'il existait un lien de parenté qui a été établi de manière sûre et certaine entre plusieurs langues aussi variées que le français, l'allemand, le russe, le persan ou le hindi, on peut être tenté de se dire que toutes ces langues proviennent d'une langue mère, qu'on a déjà vu, le proto-indo-européen ancien qui a pu être reconstruit par la linguistique comparée, et pourquoi pas d'un peuple qui aurait parlé cette langue dans la préhistoire et qui l'aurait diffusée de par le monde. Avant toute chose, un petit avertissement. Je tiens quand même à rappeler que j'ai fait un travail de vulgarisation ici, donc il ne s'agit absolument pas de mes théories que j'ai pu échafauder, mais des théories qui font consensus. Et c'est pour ça que je ne vais pas aller dans le détail, que je ne vais pas aborder forcément certaines théories considérées comme disruptives ou minoritaires. Et si vous ne retrouvez pas ce que vous êtes venu chercher ici, sachez que je ne fais qu'un travail de vulgarisation où je donne l'état de l'art de la recherche sur les langues indo-européennes et leur origine présumée. La première difficulté à laquelle on est inévitablement confronté dans notre recherche des indo-européens anciens, c'est qu'une langue n'est pas forcément égale à un peuple. Il peut y avoir un peuple qui parle plusieurs langues, il peut y avoir plusieurs peuples différents qui parlent la même langue. De plus, les langues indo-européennes ont été diffusées très tôt, il y a plusieurs millénaires, à travers toute l'Eurasie, chez des peuples très différents. C'est pour ça qu'il est très délicat de rechercher un seul peuple. Et on a vu énormément d'exemples à travers l'histoire de peuples qui pouvaient imposer leur langue à un autre peuple, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un nouveau peuple qui parle une langue et qui n'était pas le peuple d'origine de cette langue, ou alors on peut avoir un peuple qui va prendre la langue d'un autre sans forcément avoir à le conquérir. Dans le premier cas, on peut avoir un peuple qui va imposer sa langue à un autre. Par exemple, quand Jules César a conquis la Gaule, et la Gaule a été ajoutée à la République romaine en 50 avant Jésus-Christ, a commencé un processus d'acculturation des populations gauloises locales, qui les a transformés de Gaulois en Gallo-Romains, et les Gaulois ont progressivement adopté le latin, ce qui ne veut pas dire que le latin était la langue des Gaulois, simplement que ce peuple-là, ou plutôt ces peuples-là, ont pu acquérir peu à peu le latin comme langue dominante, au détriment du gaulois. Ou alors, dans ce qui va devenir plus tard le duché de Normandie, qui est attribué à 911 au viking Rollon, on peut penser que, étant donné que les Vikings sont en position de force, ils vont imposer leur langue, c'est-à-dire le vieux norrois. Bien au contraire, ils vont s'établir et prendre des femmes locales, et même si le norrois continue à être parlé pendant assez longtemps, de manière générale, étant donné que les chefs vikings vont se fondre dans la culture locale, et de manière générale avoir pour sujet des populations de langue d'oïl, il ne subsiste plus dans le normand qu'à peu près 200 mots norrois, le normand qui est une langue d'oïl et qui va d'ailleurs être exporté en Angleterre par Guillaume le Conquérant. Pour établir cette origine des Indo-Européens anciens, on va se baser sur 3 sciences, à savoir tout d'abord la linguistique, l'archéologie et la génétique. Pourquoi donc convoquer ces 3 sciences ? Parce que ça permet d'avoir un faisceau d'indices plus conséquent. Par la linguistique, on peut apprendre énormément de choses. Dans la langue d'un peuple, on peut trouver des éléments de son environnement, des techniques qu'il connaît ou pas. Par l'archéologie, on va pouvoir retrouver des objets qui correspondent à des cultures ou d'autres phénomènes culturels. Et pour finir, par la génétique, on peut étudier la composition d'un peuple, savoir qui était un peuple et quels ont pu être par exemple des échanges, des mélanges ou des migrations. Sachant qu'il faut bien partir du principe qu'on va parler de peuple de la préhistoire, donc par peuple, il ne faut absolument pas voir une sorte d'état-nation avec un souverain ou un président et une administration, mais bien une culture avec des peuples très divers à l'intérieur qui peuvent parler ou pas une même langue d'ailleurs, qui peuvent se faire des échanges, se faire la guerre, être remplacés rapidement par d'autres, migrer et aller très loin, ce qui complexifie encore la recherche d'un peuple indo-européen premier.
Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui a fasciné les Européens tout au long du 19e et du 20e siècle, la recherche de ce peuple indo-européen, qu'on a assez tôt appelé arien. Et ça, si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Le problème, c'est que la science de la linguistique était basée sur des faits, c'est-à-dire, par exemple, une parenté entre le grec et le sanskrit, a pu mener à des thèses qui étaient comparables aux thèses racistes de l'époque, à un mélange des genres, et in fine, on aboutit à une pseudo-science, qui était la recherche d'un peuple arien, et qui était vu comme un peuple d'origine européenne et supérieur aux autres. Ce qui est intéressant ici, c'est de savoir pourquoi on parle d'arien. Comment est né ce terme arien? Alors il faut savoir que ça vient d'un terme sanskrit arya, un terme qu'on retrouve en sanskrit mais aussi en avestique. En sanskrit on aura donc arya, en avestique arya, le sanskrit étant une langue indo-aryane, donc une langue de l'Inde, et arya en avestique, l'avestique étant une langue dite iranienne orientale. Prenons tout d'abord le terme sanskrit arya, qui est présent en sanskrit védique et qu'on retrouve par exemple à l'époque où a été écrit le Rig Veda, qui est un texte sacré extrêmement important dans la culture indienne, entre 1500 et 900 avant Jésus-Christ. Et le terme de Arya correspond à une idée de quelqu'un qui est noble, qui est honorable, qui est loyal. Et le terme présent en avestique, Arya, d'ailleurs j'ai eu énormément de mal à reprendre l'alphabet avestique sur Windows, mais je vous en livre ici un exemple. Il y a le même sens, et on peut retrouver par exemple cette idée d'Aeria chez les personnes qui ont pu écrire l'Avesta, qui est un texte très important, donc en avestique, à partir de 1000 avant Jésus-Christ, et qui a été composé sur plusieurs couches, et qui est un texte sacré du zoroastrisme, une religion de l'Iran. Et ce qui va être particulièrement intéressant avec le terme Arya, c'est qu'il va recouper deux réalités. À la fois cette idée de noblesse, de loyauté, qui va être utilisée par les peuples locaux pour s'auto-nommer, donc des gens qui s'appelaient eux-mêmes les Aryas, et a surgi très tôt cette idée d'une communauté Arya. Et ça d'ailleurs, on le retrouve dans un nom d'un dieu qui est présent autant en sanskrit qu'en avestique. Il s'agit donc du dieu Aryaman en sanskrit et Aryaman en avestique, qui va être pour le sanskrit, pour les Indiens, plutôt un dieu du soleil, et pour les Iraniens, plutôt un dieu de la guérison. Et dans ce terme est apparue à la fois l'idée du dieu, Aryaman ou Aryaman, mais aussi celui d'un compagnon, d'un ami ou du membre d'une communauté. Et c'est de là que découle l'idée d'un peuple Arya, d'un peuple arien. Plusieurs Européens se sont penchés sur la question et ont pu élaborer des thèses qui peuvent nous paraître très étranges, voire très douteuses aujourd'hui, mais qui sont intéressantes, qui sont très précieuses pour reconstituer cette évolution de la pensée européenne vers l'idée d'un peuple arien. La première personne à avoir théorisé aussi loin l'idée d'un peuple arien est Arthur de Gobineau, un Français du 19e, qui a composé son essai sur l'inégalité des races humaines entre 1853 et 1855, et qui voyait dans la dynamique de l'humanité un mélange permanent entre les races. Et il plaçait évidemment et hélas la race blanche comme la plus intellectuelle, mais pas forcément celle qui se suffisait à elle-même, et il fallait que les races se mélangent, mais elles devaient être guidées par un principe blanc, et que toute civilisation découlait de la race blanche. Et c'est lui qui a commencé à parler des Aryans, donc de Arya, Aryan. Et il voyait dans les principales civilisations de l'Antiquité la trace de la race aryane, qui portait un principe blanc. Et si vous voulez, on peut voir que chez la race blanche qui devrait, soi-disant, guider l'humanité de par son intellect supérieur, il y a encore plus en son sein de supériorité dans une race dite aryane. Ensuite vient un autre personnage qui est particulièrement intéressant du point de vue historique, l'anglais Houston Stuart Chamberlain, qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle, et qui voyait, lui, une supériorité d'une race qu'il appelait aryane, et qu'il a principalement pu montrer dans son livre La Genèse du 19e siècle. Et ce qu'il voyait, lui, ce qu'il percevait, c'était qu'il existait une race, la race aryenne, qui était en réalité à l'origine des dirigeants, des classes dirigeantes d'Europe et d'Asie, donc une classe de rois, et qui était encore présente à l'état pur en Allemagne. Et si je vous disais qu'il était particulièrement intéressant, c'est que Chamberlain était le beau-fils de Wagner, du compositeur Richard Wagner, dont il avait épousé la fille. Et c'est lui qui a été
à l'origine d'une lecture raciale de la musique de Wagner et qui a été un inspirateur direct du national-socialisme. Et pour tout vous dire, quand il est décédé en 1927, Adolf Hitler était présent à son enterrement. Ensuite est venue l'idée d'une recherche rigoureuse scientifique, selon l'idée de l'époque, d'un foyer, d'une région dont pourraient provenir les Indo-Européens, la race aryenne. Il y a eu plusieurs propositions, par exemple l'Europe centrale. L'un des tenants les plus célèbres de cette thèse est Theodor Peuche, qui voyait dans son livre Les Aryens, une contribution à l'anthropologie historique, une origine des Aryens dans les marais de Rokitno, qui correspondent à peu près à la zone de Pripyat, c'est-à-dire entre la Biélorussie et l'Ukraine, et c'est près de Tchernobyl pour tout vous dire. Et lui voyait des caractéristiques physiques qui correspondaient à l'archétype aryen, c'est-à-dire une grande taille, des yeux et des cheveux clairs, souvent des cheveux blonds, souvent les yeux clairs et bleus, bref, vous connaissez. Et pour lui, le lituanien était plus proche de la langue mère que le sanskrit. Et on voit dans cette idée la volonté de rapprocher l'origine du monde indo-européen, non pas par exemple vers l'Inde, ce qui pouvait fasciner par exemple des Anglais du 19e, mais plutôt de l'Europe. On peut également citer Karl Penka, un Autrichien du 19e-20e siècle, qui a écrit 2 livres, Origine des Aryens, L'origine des Aryens, et pour qui les Aryens venaient avant tout de Scandinavie. Et à travers cette origine scandinave, il réactivait le mythe de l'Hyperborée, qui était une contrée nordique dans la mythologie grecque. Et pour lui, les caractéristiques physiques des Aryens étaient une taille grande, des yeux et des cheveux clairs, ainsi qu'un crâne allongé. Et à travers ce travail qui va associer aryanisme, race blanche et monde scandinave, est né le très célèbre mythe de l'Aryen aux yeux bleus, qui a été l'un des soubassements de la culture nazie et qui a mené à toutes les horreurs qu'on a pu connaître. Pourquoi avoir parlé de tout ça ? Pourquoi avoir fait ce détour par le nazisme ? Ce n'est certainement pas pour décerner à cette recherche des Indo-Européens un point Godwin, mais parce que c'est très important. Parce qu'on peut voir ce à quoi ça a pu mener, on a pu voir ce qu'une approche pseudo-scientifique a pu donner, en essayant d'associer une langue ou un groupe de langues à un peuple et vouloir faire de ce peuple un guide, un peuple supérieur au sein de l'humanité. Et aussi, ça a son importance parce que les recherches génétiques qu'on peut voir à l'heure actuelle sont parfois, hélas, taxées de racisme. Sachant que la génétique, comme on va le voir, a au contraire cet effet bénéfique d'éloigner l'idée de race dans la recherche d'un peuple indo-européen. Concernant à présent les recherches sérieuses, les recherches scientifiques, je vais vous présenter celle qui fait consensus aujourd'hui. Il s'agit de ce que l'on appelle l'hypothèse Kurgan. Cette hypothèse Kurgan, on la doit à l'archéologue lituanienne Marija Gimbutas, qui a façonné et amélioré son hypothèse entre 1956 et 1970. Pour elle, le foyer des langues indo-européennes se situe dans la steppe pontique. On l'a vu dans l'épisode précédent, la steppe pontique, c'est une immense zone relativement plate qui se trouve entre l'Ukraine et le Kazakhstan à peu près, qui est l'extension occidentale de la très vaste plaine eurasienne. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'Eurasie à partir de l'Ukraine, globalement, à part quelques montagnes, est une immense zone dans laquelle peuvent très facilement se déplacer des personnes qui sont à cheval. Et ça, là aussi, ça va avoir beaucoup d'importance. Pour Marija Gimbutas, cette extension s'est faite entre le 4e et le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et la trace physique de cette extension, ce sont les kurganes. Donc, qu'est-ce qu'un kurgan ? Ce terme vient du russe kurgan, qui est lui-même d'origine tatar, et qui désigne une sorte de tumulus. Alors, un tumulus est une sépulture avec une forme de colline qui date de la préhistoire et qui se retrouve principalement en Russie et en Ukraine. Et on remarque en effet des sépultures assez similaires dans toute cette zone géographique pendant la préhistoire. Voici à gauche une sépulture de la culture de Yamna et à droite une de la culture de Maïkop. La culture de Yamna étant plutôt dans la steppe pontique et la culture de Maïkop plutôt au nord du Caucase. Et ce qu'on peut voir à travers ces sépultures, c'est se dessiner un ensemble de caractéristiques communes chez un peuple indo-européen, une sorte de fiche d'identité d'une sorte de proto-peuple indo-européen, avec les caractéristiques suivantes. Tout d'abord, on l'a vu, des tombes individuelles avec des corps disposés en position fétale et souvent recouverts d'ocre, en tout cas beaucoup dans la culture de Yamna.
Il s'agissait d'un peuple qui maîtrisait le cheval, qui savait monter à cheval, ce qui lui a permis, comme on l'a vu, de se déplacer très facilement à travers la vaste steppe pontique, et qui très certainement arrivait à digérer le lait et pouvait boire par exemple du lait de jument. C'est un peuple aussi qui maîtrisait la roue et le char, et on a pu retrouver par la linguistique un riche lexique indo-européen de la roue, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs termes indo-européens pour désigner la roue, et quand il y a plusieurs termes pour quelque chose, c'est généralement qu'un objet est très présent dans la culture. C'était un peuple qui avait un mode de vie semi-pastoral, c'est-à-dire qui se déplaçait avec du bétail et qui utilisait la laine, parce que par exemple, il y a la racine indo-européenne huel qu'on retrouve dans l'anglais wool, donc un peuple qui avait des moutons, qui savait récupérer la laine et s'en servir. C'est aussi un peuple qui maîtrisait la production d'objets en cuivre, et ça c'est très important. Ça a pu par exemple lui donner un avantage avec le cheval plus des armes en cuivre sur des peuples qui ne maîtrisaient pas ces techniques et qui donc étaient plus faciles à soumettre. C'était également une société patriarcale hiérarchisée, donc avec une hiérarchie assez importante et un rôle du père dans la transmission de la culture. Un autre élément qui est un peu controversé à l'heure actuelle, mais qui est quand même très intéressant, c'est que à travers les mythes reconstitués des proto-indo-européens, et aussi dans tous les mythes dérivés, dans toutes les structures des peuples descendants potentiellement des Indo-Européens, on a pu observer par exemple, comme l'a fait Georges Dumézil, une société en pyramide avec un rôle trinitaire qu'on retrouve dans la mythologie, mais aussi dans la société. C'est-à-dire que la société indo-européenne, ou descendante des Indo-Européens, peut se diviser en 3 castes. La caste du sacré, c'est-à-dire les prêtres, la caste du domaine guerrier, c'est-à-dire les militaires, ceux qui vont défendre et peut-être envahir le voisin, et la caste du productif, c'est-à-dire les paysans, les marchands, bref, les personnes qui vont créer de la richesse. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en France. Vous connaissez très certainement les 3 ordres de l'Ancien Régime, c'est-à-dire le clergé, oratores, ceux qui prient, la noblesse, bellatores, ceux qui font la guerre, et enfin, l'immense majorité de la population, les laboratores, le tiers-état, ceux qui vont travailler, soit travailler la terre, soit avoir une fonction de marchand. Mais ça se retrouve aussi, par exemple, chez les Indiens. Peut-être que vous connaissez les castes en Inde. Il y a 3 castes principales en Inde qui sont hiérarchisées. Au sommet de la pyramide sociale indienne, il y a les brahmanes, les prêtres, ensuite les kshatriyas, qui sont des guerriers. Ensuite, il y a une division en 2 avec les vaishyas, qui sont plutôt des marchands, et les shudras, qui sont vraiment la basse classe productive. Et on peut voir ici, avec une division en 2 de la 3e classe, la trinité indo-européenne, avec bien sûr les intouchables qui sont totalement exclus de la société. Cette hypothèse qui fait aujourd'hui référence place l'origine des Indo-Européens dans ce que l'on appelle un Urheimat en allemand, c'est-à-dire une patrie originelle, dans la steppe pontique, plus précisément autour des fleuves du Don et de la Volga, donc en Russie. Et à partir de cette zone de Urheimat, de la steppe pontique, il y a eu une expansion vers l'Eurasie, c'est-à-dire vers l'Europe à l'ouest, vers les plaines de l'Asie à l'est et jusqu'au monde indien. Si vous vous souvenez encore de la première vidéo, je vous avais parlé des langues anatoliennes, des langues indo-européennes qui sont aujourd'hui disparues. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il s'agit peut-être de la première branche des langues indo-européennes à s'être séparée du corps principal, avec une divergence qui a pu arriver entre le 5e et le 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et encore plus intéressant, c'est en hittite, une langue anatolienne, qu'on trouve le tout premier texte rédigé dans une langue indo-européenne. Il s'agit du texte d'Anita, qui est daté à peu près vers 1760-1740 avant Jésus-Christ, que l'on doit au roi hittite Anita, qui est écrit en cunéiforme, une écriture en forme de clou qui était très présente dans la région. Ce qu'on a pu remarquer avec le hittite, c'est qu'il présentait une forme archaïque, c'est-à-dire on retrouve des choses qui sont vues comme très proches du proto-indo-européen et des structures qui n'ont pas forcément subi des transformations par la suite. Ou alors, on a pu remarquer des particularités marquées propres aux langues anatoliennes. On a pu remarquer que dans le système de castes, c'est-à-dire les déclinaisons, dans la plupart des langues indo-européennes, et surtout en proto-indo-européen ancien, on a reconstitué 8 cas pour les déclinaisons, alors que le hittite n'en avait que 5. Ce qui a amené certains linguistes à parler d'un groupe indo-anatolien, c'est-à-dire d'un côté les langues anatoliennes et de l'autre ce qui a pu donner les langues indo-européennes plus récentes. Et on voit sur cette carte que entre 5000 et 4000 avant Jésus-Christ,
il y a une sorte de groupe indo-anatolien dont s'est séparé en direction de l'ouest un groupe pré-proto-anatolien, sachant qu'il y a deux possibilités pour que les langues anatoliennes soient arrivées donc en Anatolie, sur le territoire de l'actuelle Turquie, c'est-à-dire soit par le Caucase, ce qui est assez compliqué du fait de la hauteur des montagnes, soit en suivant les côtes de la mer Noire pour arriver jusqu'en Anatolie. Il y a eu ensuite une deuxième séparation très ancienne en direction de l'Est, qui s'appelle aujourd'hui culture Afanasievo ou Afanasievo. Cette divergence est produite au 4e millénaire avant Jésus-Christ, avec cette fois une extension d'un peuple porteur d'une langue indo-européenne vers l'Est, vers la steppe eurasienne. Et ce qui est fascinant avec cette culture de Afanasievo, c'est qu'elle est une candidate pour l'origine des Tochariens, c'est-à-dire les locuteurs de langues indo-européennes les plus orientaux qui ont vécu dans l'ouest de la Chine. On voit ici, au 4e millénaire, une base indo-européenne qui est encore présente au nord de la mer Caspienne, avec le proto-anatolien qui est déjà présent en Anatolie, donc en actuelle Turquie, et tout à l'est, les futures langues tochariennes. Et s'il y a une culture qui est vraiment la candidate par excellence au sein de la civilisation des Kourganes, c'est vraiment la culture de Yamna. Et on va voir pourquoi. C'est sans doute la culture qui a pu amener les langues indo-européennes et qui s'est diffusée vers l'ouest et vers l'est en diffusant là aussi les langues indo-européennes. Alors, de quoi s'agit-il ? Cette culture a existé vers 3300-2600 avant Jésus-Christ. Et c'était une culture, là aussi, de la steppe pontique, qui a pu prendre naissance vers la région entre le Don et la Volga. Et qui correspond à un stade relativement tardif de l'indo-européen, qui a pu donner naissance aux proto-langues indo-européennes. On voit donc l'extension de la culture de Yamna au nord du Caucase, mais aussi jusqu'à l'Oural et jusqu'à l'Occident européen, avec une diffusion, si vous suivez les flèches bleues, le long, par exemple, de la zone de la culture de la poterie cordée, qui est très intéressante là aussi, parce que les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord. Certains pensent qu'il s'agit d'une extension d'une culture indo-européenne. Pour d'autres, il s'agit plutôt d'une culture ouralienne, qui a eu en tout cas des contacts, qui a eu des mélanges avec la culture de Yamna. À présent, parlons de la migration orientale qui a donné, elle, naissance aux langues indo-iraniennes, c'est-à-dire les langues iraniennes et les langues de l'Inde. On a pu observer plusieurs cultures qui ont existé à l'est de la zone de naissance des langues indo-européennes, comme la culture de Poltavka, de Sintachta et la culture d'Andronovo. Et celle-ci est une candidate pour l'extension vers le sud, c'est-à-dire ces peuples ont migré à travers l'Europe centrale et se sont répandus dans le monde iranien, puis dans le monde indien. Et ce qui fait de cette extension orientale des langues indo-européennes l'origine des langues iraniennes et indo-ariennes. À présent, revenons plutôt en Occident. Et là, on va voir émerger, à travers une sorte de désintégration de la culture de Yamna et de grandes migrations, comme on va le voir un peu plus tard, l'émergence des langues qui donneront plus tard nos langues européennes, c'est-à-dire le français, l'allemand ou le russe. Entre 2600 et 2200, on observe de grandes migrations qui vont donner par exemple la culture dite campaniforme en Europe occidentale, caractérisée par des vases en forme de cloche, et la culture des catacombes qui là aussi est intéressante à plus d'un titre. Commençons par la culture des catacombes, qui existait à peu près vers 2500-1950. Comme son nom l'indique, elle était caractérisée, comme pour les Kourganes, par des sépultures. Et là, il y a deux théories qui ne sont pas forcément mutuellement exclusives. La première, c'est qu'il y a pu ensuite avoir une migration vers l'est des peuples de la culture des catacombes qui ont donné les langues indo-iraniennes. Donc tout ce qu'on a vu qui a donné naissance à la culture Andronovo et la diffusion dans le monde indo-iranien. Ou alors, une origine potentielle du grec, de l'arménien et de l'albanais à travers une migration vers le sud. Sachant que, je le rappelle, les scientifiques ne sont pas d'accord forcément dessus. Certains pensent que c'est l'un ou l'autre, ou peut-être même les deux. Du côté occidental, on a vu émerger la culture campaniforme, qui s'est épanouie en Europe vers 2900-1900 avant Jésus-Christ. Qui est vraiment très intéressante parce qu'elle est issue de migrations de peuples indo-européens d'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Et on a pu observer un profond remplacement de population dans cette zone. Sachant qu'il y a longtemps eu une théorie qui ferait des Indo-Européens des sortes d'envahisseurs qui ont écrasé, grâce à leur technologie, du cheval, du char et ainsi de suite, les peuples sur place,
On ne peut pas forcément savoir exactement ce qu'il s'est passé, mais on sait en tout cas que les individus de la culture de Yamna se sont répandus vers l'Europe de l'Ouest et que pendant cette période de la culture campaniforme, on a pu observer un profond remaniement démographique et génétique des populations européennes. Nous voyons sur cette carte l'émergence des proto-langues indo-européennes entre 2200 et 1750 avant Jésus-Christ. Vers l'est, on a le proto-tocarien qui est parti vraiment très loin en Eurasie, les langues proto-indo-iraniennes qui n'ont pas encore entamé leur descente vers le sud, et par l'éclatement des langues, la différenciation des langues, on voit émerger en Europe de l'Ouest un groupe pré-proto-germanique, un groupe pré-proto-baltoslave, un proto-grec, un proto-italo-vénète, un pré-proto-ligurien, un pré-proto-galéico-lusitanien, un pré-celte indo-européen, et ainsi de suite. C'est là que vont commencer à se différencier les langues qui donneront par la suite naissance à nos langues européennes. Continuons notre voyage dans le temps, vers 1750-1250, le proto-iranien et le proto-indo-arien ont commencé à se différencier et vont commencer à entamer leur migration vers le sud. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les langues iraniennes et indo-ariennes ont commencé à se former, ont une matrice qui est beaucoup plus au nord que leur territoire de répartition actuel. Et on voit apparaître en Europe de l'Ouest, par exemple le proto-ligure, le proto-celte, et ainsi de suite, avec une consolidation de ces langues européennes. Je ne pouvais absolument pas faire cette vidéo sur l'origine des langues indo-européennes sans parler d'un phénomène qui est très connu, qui est l'isoglosse kentum satem, qui est là aussi très intéressant, parce que je vous avais dit que la linguistique était très importante pour nous éclairer. On a pu voir par exemple dans les langues proto-germaniques une très forte base indo-européenne, mais aussi des termes qui venaient d'autres langues et qui servaient à désigner par exemple des essences d'arbres ou des plantes locales. Et ça, là aussi, c'est très intéressant parce qu'on nomme ce que l'on voit et par la linguistique, on peut donc aussi retracer l'évolution des langues et des peuples. Alors, cet isoglosse kentum satem sépare en quelque sorte le monde indo-européen en deux, entre les langues dites kentum et les langues dites satem. Les termes kentum et satem veulent tous les deux dire sang en latin et en avestique. Et on a pu faire une division des langues kentum qui ont gardé le son K, le son que du proto-indo-européen, et les langues dites satem qui ont modifié ce son et l'ont transformé en un son se, comme en satem. Bon, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça va agir sur d'autres consonnes comme le que, le ge, etc. Mais on va simplifier pour les besoins de cette vidéo. À l'ouest du monde indo-européen, on remarque plutôt des langues kentum, comme par exemple en latin, kentum, en grec ancien, hécaton, en anglais hundred, en allemand hundert. Et j'ai mis une astérisque parce que pour ces langues, de par la loi dite de Grimm, le que s'est transformé en he, mais en tout cas il y a eu une régularité dans la transformation. Ou alors dans des langues celtiques, comme en breton cans ou en gallois cans, avec juste le c qui change. Bien sûr, en français on dit sang, en italien on dit cento, mais ce sont des dérivés d'une langue kentum, le latin. A l'inverse, à l'est du monde indo-européen, on observe plutôt des langues satem. Par exemple en avestique satem, en sanskrit satam, en persan sad, en kurde du nord sed, en russe sto ou en lituanien shimtas. On pourrait donc en conclure qu'il y a des langues kentum à l'ouest et des langues satem à l'est, mais c'est un peu plus compliqué. En tokarien, la langue indo-européenne la plus orientale, eh bien on retrouve un phénomène kentum. C'est-à-dire en tokarien A, on a kent et en tokarien B, kante. Et il se trouve d'ailleurs que pour le hittite, une langue anatolienne, on retrouve plutôt un système kentum. En réalité, il n'y a pas eu une division ouest et est, mais une division aréale. Parce que les langues anatoliennes sont parties du groupe indo-européen en premier, ensuite les langues qui ont donné naissance au tokarien, et ensuite, par la suite, s'est fait la division kentum-satem. Sachant que les langues européennes de l'Ouest sont plutôt kentum, les langues balto-slaves, c'est-à-dire les langues slaves, les langues baltes sont satem, et des langues iraniennes, indo-ariennes sont satem là aussi. Mais dans tous les cas, ça permet là aussi de remarquer à quel moment ont pu avoir lieu des séparations entre les langues, mais aussi des divergences qui ont pu exister ou pas, des divergences qui ont été parfois différentes d'une langue à l'autre, et ça permet là aussi de mieux comprendre la chronologie des événements, de mieux comprendre comment se sont transformées les langues indo-européennes pour aboutir aux langues que l'on connaît aujourd'hui. Pour terminer, abordons le troisième grand pilier de cette étude, la génétique. Que nous dit la génétique au sujet des langues indo-européennes ?
Eh bien, énormément de choses. Et ça se fait par l'étude de ce que l'on appelle les haplogroupes. Un haplogroupe, c'est en gros, pour résumer, un ensemble de gènes qui vont servir de marqueurs. C'est-à-dire que si vous avez cet haplogroupe dans votre ADN, eh bien, il y a des chances pour que vous soyez lié génétiquement à une autre personne portant cet haplogroupe. Et chez les Indo-Européens, on a pu remarquer deux haplogroupes d'intérêt. Le premier, c'est l'haplogroupe R1A en Europe orientale et Asie centrale, et l'haplogroupe R1B qui lui est plutôt présent en Europe occidentale. Sachant que ces haplogroupes correspondent au chromosome Y et vont donc représenter une parenté masculine, parce que le chromosome Y est transmis par le père. Mettons quand même quelques précautions oratoires dans l'étude des haplogroupes, parce que j'ai vu quand même beaucoup de bêtises sur internet. Gardons toujours à l'esprit qu'un haplogroupe ce n'est pas une langue, ce n'est pas parce que vous avez tel haplogroupe que vous êtes locuteur d'une langue indo-européenne. Et surtout, un haplogroupe ce n'est pas un peuple ou une culture, et encore moins une race d'ailleurs, parce que ça, on y revient, c'est la problématique qui est souvent liée à la génétique, c'est qu'on va parfois accuser les généticiens, à travers les haplogroupes, de réinstaurer le système de race. Mais bien au contraire, un haplogroupe ce n'est pas une race, c'est simplement un marqueur, et ce n'est pas parce qu'on est porteur de tel haplogroupe qu'on correspond à tel peuple. Et de la même manière, cela ne correspond pas non plus à une origine géographique. Je vois souvent ces temps-ci sur internet des tests ADN qui permettent de savoir d'où on vient, et des gens qui disent « d'après le test ADN, je viens de tel endroit ». Mais pas du tout là aussi. Parce que comme on l'a vu, les peuples ont énormément bougé pendant la préhistoire et même après, et simplement être porteur d'un haplogroupe ne définit pas une origine géographique, mais simplement des relations avec d'autres personnes. Et comme je le disais précédemment, l'haplogroupe R1A est très présent à la fois en Europe de l'Est avec un foyer en Pologne et en Asie centrale. Et si vous regardez les deux foyers, ils sont reliés par une zone assez sombre qui permet de mettre en évidence un potentiel couloir de migration vers l'ouest et vers l'est des langues indo-européennes. Quant à l'haplogroupe R1B, avec le marqueur RM269, il est très présent en Europe occidentale. Et par exemple, c'est l'un des haplogroupes les plus présents en France, qui est là aussi extrêmement présent dans les îles britanniques. C'est-à-dire que énormément de personnes en Europe sont porteurs de cet haplogroupe, qui aurait été amené par les populations de Yamna qui ont migré vers l'ouest durant la préhistoire. Et là aussi, la génétique va plaider dans le sens d'un phénomène de migration. Et ce que l'on remarque, c'est qu'à l'époque de la culture campaniforme, c'est-à-dire avec les fameux vases en forme de cloche, on a pu observer des migrations très importantes et une modification de l'ADN des populations européennes. C'est-à-dire qu'au 3e millénaire avant Jésus-Christ a lieu une migration qui vient de l'est de l'Europe vers l'ouest et qui a profondément remodelé le patrimoine génétique des Européens. Et selon des études, dont une de 2015, 75% du patrimoine génétique des habitants de l'Allemagne du Néolithique provient du patrimoine génétique Yamnaya, c'est-à-dire de personnes qui ont apporté ce patrimoine génétique de la culture de Yamna vers l'Europe de l'Ouest. Et on a aussi remarqué un phénomène très intéressant, c'est-à-dire énormément de personnes qui étaient enterrées très loin de leur lieu de naissance. Et le plus connu est sans doute l'archer de Ainsbury qui a vécu vers 2300 avant Jésus-Christ et qui est enterré près de Stonehenge. Et ce qu'on a pu remarquer à travers l'analyse de son ADN et de sa sépulture, c'est qu'il a une ascendance paternelle de la culture Yamna et qu'il est porteur là aussi de l'haplogroupe R1B. Et si vous regardez la photographie de la sépulture, vous remarquez là aussi un corps qui est allongé en position fœtale, comme dans les Kourganes, avec les vases en forme de cloche qui sont typiques de la culture campaniforme. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu remarquer, par l'étude d'isotopes, on ne va pas rentrer dans les détails, que cet homme de Ainsbury a vécu et est mort en Angleterre, mais est né vraisemblablement en Suisse, en Autriche ou en Allemagne. Et ça, évidemment, ça n'a l'air de rien à l'heure actuelle, mais ça met en évidence le fait que des personnes ont migré tout au long de leur vie et que cette culture campaniforme a été soit créée par des migrants, soit alimentée par des migrations d'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest et qui ont peut-être diffusé les langues indo-européennes. Et ce n'est pas tout, parce que ce qui a été mis en évidence par les scientifiques, c'est un remodèlement vraiment très profond de l'ADN européen. Par exemple, en Grande-Bretagne, vers moins 2500, on remarque que 90% du patrimoine génétique est remplacé par celui d'un groupe venu du continent.
90%, c'est énorme. On ne sait pas exactement pourquoi, ça pourrait être par exemple dû à des invasions et des massacres, ou alors ça peut être dû à des maladies. On pourrait même imaginer que les colons orientaux étaient porteurs de maladies, comme par exemple les Espagnols vis-à-vis des Aztèques, mais en tout cas, il y a eu un bouleversement profond dans les cultures européennes, et l'ADN Yamna a pu être amené jusqu'en Ibérie. Parlons-en d'ailleurs de l'Ibérie. On a remarqué que vers moins 2000, on observait à peu près 40% d'ascendance ibérique chez les Ibères, les personnes présentes dans ces zones géographiques, et 60% liées à la culture Yamna. Donc on peut dire que les Yamnaya ont supplanté génétiquement les personnes qui étaient présentes dans cette zone. Et encore plus intéressant, 40% du patrimoine génétique est remplacé en Ibérie, mais ce n'est pas tout. Si on regarde le chromosome Y, c'est là près de 100% du patrimoine génétique qui est remplacé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de toute évidence, les hommes locaux ont cessé de se reproduire avec les femmes locales et qu'ils ont été supplantés d'une manière pacifique ou violente, on ne sait pas, par des orientaux Yamnaya. C'est-à-dire là aussi que les femmes locales ont pu continuer à se reproduire, mais avec de nouveaux arrivants. Et c'est à travers ces trois éléments, c'est-à-dire l'archéologie, la linguistique et la génétique, qu'on a pu avoir un aperçu de la formidable épopée des Indo-Européens. Je reprends cette carte de la première vidéo. Vous voyez l'immense diffusion qui a pu se faire des langues indo-européennes depuis leur foyer dans la steppe pontique, vers l'ouest, vers l'est et vers le sud-est. Et ce à quoi on aboutit à présent, c'est à une meilleure connaissance des peuples et des cultures qui sont à l'origine des langues indo-européennes, à travers la linguistique, l'archéologie, la génétique, ce qui permet de reconstituer des fiches d'identité, de savoir où ils vivaient à certains moments, quelle langue ils parlaient et quelles étaient leurs pratiques culturelles et leur maîtrise technologique. Et on voit se dessiner un tableau qui est assez nuancé, avec un certain nombre de zones d'ombre. On ne sait pas toujours à quel peuple correspond telle langue, et à partir du moment où la langue proto-indo-européenne n'était pas écrite, on peut simplement faire des suppositions. On voit aussi qu'il ne s'agit pas d'un peuple arien qui aurait apporté la civilisation et les langues indo-européennes de par le monde, simplement des cultures qui ont pu se croiser, parfois s'affronter, avec un apport de langue, un apport de culture, parce qu'on a vu principalement des technologies, c'est comme ça souvent qu'on reconnaît des cultures préhistoriques, comme par exemple les Kourganes, les catacombes, la culture des vases cordés, la culture campaniforme, et ainsi de suite. Mais on voit dans tous les cas, par la génétique, l'archéologie et la linguistique, un peuple ou un ensemble de peuples se dessiner qui parlaient une ou des langues indo-européennes et qui s'est répandu dans toute l'Eurasie, avec le cheval, avec le char, avec une maîtrise du cuivre, et qui a en grande partie façonné le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, en tout cas en Eurasie, en tout cas dans le monde iranien, dans le monde indien et dans le monde européen. J'en ai terminé, je sais que c'était très long, c'était très fouillé, ça m'a pris énormément de temps de faire ces recherches, j'ai laissé à dessein énormément de choses de côté, d'autres théories comme par exemple la théorie anatolienne qui est moins reconnue aujourd'hui, d'autres théories plus récentes. En tout cas, je vous invite vraiment à faire vos recherches par vous-même parce que c'est absolument fascinant et je n'ai fait qu'effleurer la surface de toute l'épopée des langues indo-européennes qui, comme vous le voyez, s'étale sur plus de 6000 ans ou 7000 ans. Il aurait été impossible d'aller dans le détail et simplement en faisant ces recherches, j'y ai passé énormément de temps et je vous invite à faire vos recherches par vous-même parce que vous allez apprendre énormément de choses sur l'origine des langues que nous parlons aujourd'hui. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager auprès de vos amis, à mettre un pouce dessus pour aider à son référencement parce que c'est là une vidéo qui me tenait vraiment à cœur, que j'avais vraiment envie de faire et c'est quelque chose qui me passionne. Et si ça permet à vos amis de mieux comprendre l'origine des langues indo-européennes, d'où elles viennent, comment elles fonctionnent, ce qui permet de mieux les comprendre pour mieux les apprendre, là je pense que c'est quelque chose qui peut bénéficier au plus grand monde. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, on parlera d'autres sujets liés aux langues, vous pouvez bien sûr vous inscrire au monde des langues en cliquant sur le lien dans la description et vous aurez droit à une mini-formation gratuite de 45 minutes qui va vous aider à mieux apprendre votre vocabulaire. J'attends vos réactions dans les commentaires et je vous dis à très bientôt, salut!